Bonjour à tous. Cette conférence originale présente une synthèse de connaissances psychologiques intégrées à des approches pratiques de développement personnel. Aujourd'hui, nous explorerons les mécanismes qui se mettent en place dans l'esprit d'un adolescent lorsque ses parents se séparent. Une rupture parentale constitue un bouleversement existentiel qui modifie la géographie émotionnelle de l'adolescent. À un âge où la construction identitaire est déjà complexe, cette transformation familiale vient interroger les fondements de la sécurité intérieure. Lorsque les parents se séparent, l'adolescent peut se trouver dans ce qu'on pourrait appeler le cercle des responsabilités élargies. Un espace psychique où les frontières entre les générations peuvent sembler floues, où l'adolescent peut se sentir concerné par le bien-être émotionnel de ses proches. Notre objectif aujourd'hui est triple. Comprendre les processus de pensée adolescente face à ce bouleversement. Décrypter les mécanismes psychologiques qui s'activent. Fournir des outils concrets pour limiter l'influence paralysante de la peur. L'adolescence correspond à une période de remodelage neurologique important. Le cerveau adolescent connaît ce que les neurosciences décrivent comme une spécialisation progressive, où les connexions les plus utilisées se renforcent. Les régions frontales, impliquées dans le jugement, la planification, le contrôle des impulsions, poursuivent leur maturation jusqu'au début de l'âge adulte. Les zones limbiques, liées aux émotions, présentent souvent une réactivité accrue. Cette maturation différenciée contribue aux réponses émotionnelles intenses caractéristiques de cette période. Fermez les yeux et imaginez votre système émotionnel comme un paysage. Les émotions fortes sont comme des éléments météorologiques. Votre capacité à les observer sans vous y perdre est comme un abri solide. En ce moment, cet abri est peut-être en construction. Prenez conscience que cette construction est naturelle et progressive. Dans le développement psychologique, la conscience morale s'affine pendant l'adolescence. Après une rupture parentale, cette conscience peut parfois prendre des dimensions excessives. Je dois protéger mon parent le plus vulnérable. Je dois compenser les changements familiaux. Je dois être irréprochable pour ne pas alourdir la situation. Je dois maintenir l'équilibre entre différents foyers. Cette conscience exigeante peut devenir source d'anxiété et de sentiments d'insuffisance. Prenez un moment pour noter 3 pensées commençant par « je dois » qui concernent votre situation familiale. Observez-les avec curiosité. Sont-elles réalistes? Correspondent-elles vraiment à votre rôle? Le conflit de loyauté représente une difficulté fréquente. L'adolescent peut se sentir tiraillé entre ses 2 parents, craignant que l'attention portée à l'un semble négliger l'autre. Intériorisation du conflit. L'adolescent peut internaliser les tensions et les reproduire intérieurement. Catégorisation simplifiée. Tentative de classer les situations en bonnes ou mauvaises, menant à une vision peu nuancée. Rationalisation défensive. C'est mieux comme ça. Ils seront plus heureux séparés. Discours qui peut masquer une souffrance non exprimée. Lorsque vous ressentez cette tension intérieure, placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Respirez profondément. Rappelez-vous que votre capacité à aimer n'est pas limitée. Votre attachement à chaque parent peut coexister sans s'annuler. La rupture parentale peut réveiller des inquiétudes profondes. La crainte de l'abandon. Pas nécessairement l'abandon physique, mais émotionnel. Si l'amour entre mes parents a disparu, peut-il en être de même pour leur amour envers moi? Si cet attachement a pu se modifier, tout attachement est-il précaire? La crainte de la désintégration. Si la famille,
premier cadre de référence, se transforme? Qu'est-ce qui fournit un sentiment de continuité? Cette inquiétude peut se manifester par un besoin excessif de contrôle ou par des comportements de retrait. La crainte de la répétition. Suis-je destiné à reproduire ce schéma? Comment construire des relations stables si mon modèle initial s'est transformé? Alors, il faut savoir que le mental stressé a tendance à généraliser de façon excessive, en se disant par exemple « plus rien ne sera comme avant ». Il filtre aussi sélectivement, ne remarquant que ce qui confirme ses craintes. Parfois, il personnalise, c'est-à-dire qu'on peut se sentir responsable d'éléments qui ne dépendent pas de soi. Et puis, il y a cette pensée dichotomique, du genre « si ma famille n'est pas unie, alors elle est complètement disloquée ». Quand une pensée alarmante apparaît, comme « tout est perdu », demandez-vous, quelle preuve tangible soutient vraiment cette pensée? Est-ce qu'il existe des éléments qui la contredisent? Quelle interprétation alternative, peut-être plus équilibrée, serait possible? Et surtout, cette pensée, est-ce qu'elle m'est utile ou au contraire, est-ce qu'elle m'empêche d'avancer? Certains adolescents, parfois, adoptent un rôle de soutien ou de médiateur. Mais cette position comporte plusieurs écueils. Premier écueil, l'illusion de la maîtrise. On croit qu'on peut résoudre la souffrance d'autrui, alors qu'en réalité, on ne peut que l'accompagner. Deuxième écueil, l'occultation de ses propres besoins. En se concentrant uniquement sur les besoins des parents, l'adolescent risque de négliger les siens. Troisième écueil, l'accumulation de ressentiments. Une frustration silencieuse peut grandir face à cette charge qui, finalement, n'a pas été choisie. Pour avancer, identifiez 3 éléments qui relèvent vraiment de votre sphère d'influence, comme vos études, votre hygiène ou vos relations amicales. Puis, identifiez 3 éléments qui n'en relèvent pas. Par exemple, le bien-être émotionnel de vos parents, leurs décisions ou leurs relations entre adultes. Entraînez-vous mentalement à cette formulation. Je peux accompagner sans porter. Je peux témoigner de l'affection sans assumer ce qui ne m'appartient pas. Votre première responsabilité, en tant qu'adolescent, c'est votre propre développement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment une nécessité psychologique. Pour aller plus loin, prenez un moment pour rédiger un engagement personnel. Par exemple, je m'engage à reconnaître mes émotions sans les juger automatiquement, à exprimer mes besoins avec respect pour moi-même et pour les autres, à rechercher du soutien lorsque la charge devient trop lourde, à me rappeler que je ne suis pas responsable des choix adultes de mes parents, et à consacrer du temps aux dimensions de ma vie d'adolescent. Alors, la méthode pause, en situation de tension, c'est vraiment utile. P, c'est pour prendre conscience de la montée émotionnelle. A, arrêter la réaction automatique. U, utiliser la respiration avec 3 cycles profonds. S, situer la pensée. Cette pensée est-elle un fait ou une interprétation? Et enfin, E, envisager des réponses adaptées plutôt que réactives. Visualisez un espace de stockage sécurisé. Quand une pensée ou une émotion est trop intense pour être traitée sur le moment, imaginez la déposer temporairement dans cet espace. Dites-vous, je reviendrai à cela lorsque je serai dans de meilleures conditions pour le faire, éventuellement avec un soutien approprié. Il est possible de transformer les obligations en choix conscients. Par exemple, au lieu de penser « je dois protéger ma mère », vous pouvez vous dire « je choisis d'être présent pour ma mère tout en respectant mon propre équilibre ». Pareil pour « je dois être parfait », que l'on peut reformuler en «
je choisis de faire de mon mieux tout en acceptant mes limites humaines. Ensuite, la technique des perspectives multiples. Prenez la position A, exprimez toutes vos craintes, colère, tristesse. Puis, prenez la position B et répondez avec compassion et encouragement, comme le ferait un ami bienveillant. Enfin, prenez la position C. Observez l'échange avec distance et objectivité en cherchant une perspective équilibrée. Cultiver la capacité à observer ses pensées sans immédiatement s'y identifier, c'est vraiment une compétence précieuse. Pour l'exercice de recentrage simple, prenez 5 minutes par jour pour vous asseoir confortablement. Portez attention à votre respiration. Quand une pensée surgit, reconnaissez-la simplement, en vous disant par exemple « c'est une pensée sur ». Puis, ramenez doucement votre attention sur la sensation de la respiration. Rappelez-vous, vous êtes l'observateur de vos pensées, pas uniquement ces pensées elles-mêmes. Écrivez l'histoire de votre famille selon 3 angles. D'abord, l'angle de la difficulté, en reconnaissant les défis et les pertes. Ensuite, l'angle des ressources, en identifiant les forces et les capacités d'adaptation. Enfin, l'angle de la nuance, en intégrant les 2 dimensions dans un récit équilibré. C'est vraiment ce 3e angle qu'il s'agit de développer progressivement. Chaque soir, notez un élément positif de votre journée, même s'il est modeste. Pensez aussi à une action que vous avez faite pour prendre soin de vous. Et puis, rappelez-vous d'un moment où vous avez réussi à maintenir une frontière saine. Identifiez 3 espaces où vous vous sentez apaisé, 3 personnes auprès desquelles vous pouvez vous exprimer librement, et 3 activités qui vous aident à vous recentrer. Utilisez ces repères lorsque l'inquiétude devient prédominante. La recherche psychologique montre que les difficultés, bien que douloureuses, peuvent parfois conduire à un développement personnel approfondi. Cela ne minimise pas la souffrance, mais ouvre une perspective d'évolution possible. Parmi les domaines de développement potentiel, on retrouve une appréciation plus aiguë des relations significatives, une connaissance approfondie de ses propres ressources, une capacité de résilience accrue, l'émergence de nouvelles priorités existentielles et une compréhension plus nuancée des dynamiques relationnelles. La famille n'est pas seulement une structure fixe, c'est aussi un réseau de liens. Ces liens peuvent évoluer sans nécessairement se rompre. Dessinez votre environnement relationnel non pas comme un arbre hiérarchique, mais comme un écosystème. Quels sont les éléments centraux de votre système de soutien? Quelles sont les relations qui apportent stabilité et continuité? Où se situent les zones de transformation et d'adaptation? Comment les différentes connexions interagissent-elles? Vous n'êtes pas seulement celui qui vit une expérience, vous êtes aussi celui qui lui donne sens. Le récit que vous construisez influencera votre rapport à vous-même et à votre histoire. Question pour construire un récit intégratif. Qu'est-ce que cette expérience m'a révélé sur mes capacités d'adaptation? Comment a-t-elle affiné ma compréhension des relations humaines? Quelles valeurs se sont affirmées pour moi à travers cette épreuve? En quoi cette expérience contribue-t-elle à ma maturation personnelle? La rupture parentale confronte l'adolescent à des défis psychologiques importants. Mais à travers cette confrontation, une possibilité paradoxale peut émerger, celle de développer une flexibilité psychologique accrue. La peur, dans ce contexte, est une réaction compréhensible à une situation de changement profond. Elle n'est pas un ennemi à éliminer, mais un signal à décoder. Ce signal indique
quelque chose d'important est en jeu. Ton équilibre demande attention. Les exercices présentés aujourd'hui ne sont pas des solutions instantanées. Ce sont des outils à expérimenter, à adapter, à intégrer progressivement. Certains jours, ils sembleront moins accessibles. D'autres jours, ils seront des ressources précieuses. Souvenez-vous, dans le monde naturel, les systèmes les plus résilients ne sont pas les plus rigides, mais ceux qui savent s'adapter tout en conservant leur intégrité. Votre psyché possède cette capacité d'adaptation et de préservation. La transformation d'une configuration familiale n'est pas la fin des liens familiaux. C'est le début difficile d'une nouvelle organisation. Dans cette réorganisation, vous avez le droit, et même la responsabilité développementale, de définir votre place, vos limites, vos besoins spécifiques. En quittant cette conférence, je vous invite à retenir une question simple. Quelle est la plus petite étape que je peux franchir aujourd'hui pour prendre soin de mon espace psychique intérieur? Car finalement, le travail le plus essentiel ne consiste pas nécessairement à réparer ce qui est transformé à l'extérieur, mais à préserver et développer ce qui constitue votre ressource intérieure. Merci.